Bonjour Charlotte de Balavoine, vous êtes responsable Europe du PCF et vous avez travaillé pendant plusieurs années dans les institutions européennes. Alors, merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions, puisque c'est le format trois questions à un auteur qu'on pratique dans la pensée. Vous avez écrit un article Les minerais rares, indépendance ou entrée en guerre froide dans le dossier Turbulences européennes qui est au sommaire du numéro 417 de la pensée. Alors, 3 questions. La première, la concurrence internationale pour accéder, à certaines ressources rares se fait de plus en plus intense. Qu'en est-il? Oui, bah, bonjour Stéphane et merci de me donner la parole. Alors, depuis quelques années maintenant, l'Union européenne a développé une rhétorique autonomie stratégique par rapport à un certain nombre d'acteurs internationaux, en premier lieu desquels la Russie, mais également la Chine. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que dans un contexte de raréfaction des ressources, eh bien, pour opérer à cette transition énergétique dont tout le monde parle, mais également pour pouvoir accéder à un certain nombre de biens nécessaires à l'économie verte, eh bien, il va falloir aller accéder à des ressources stratégiques et à des métaux critiques. Or, comme son nom l'indique, les métaux critiques sont des ressources rares et des ressources qui sont en voie de raréfaction. Et donc ça contribue au fait que sur la scène internationale aujourd'hui, l'Union européenne ne produisant que très peu de ces ressources, eh bien, elle va devoir aller chercher ailleurs un certain nombre de ces ressources par des accords de partenariat, mais également par de nouveaux règlements internes à l'Union européenne. Et ça se traduit concrètement sur un certain nombre de continents, en particulier l'Afrique et l'Amérique latine, par une lutte acharnée entre les différentes puissances pour la conquête de ces nouvelles ressources, dans un contexte également où l'hégémonie occidentale, qu'elle soit américaine ou qu'elle soit européenne, est de plus en plus remise en question par les peuples de ces continents. Alors, parmi ces continents, l'Afrique n'est pas la seule concernée, mais elle est particulièrement concernée. Et à qui bénéficie l'extraction des minerais sur ce continent? On le voit, la question des minerais en Afrique, c'est une question extrêmement importante et ce depuis des années. On parle par exemple de minerais du sang ou minerais en conflit, qui sont ces zones, notamment République démocratique du Congo et non pas la République dominicaine, où ces ressources sont exploitées depuis ces années au profit de multinationales, notamment européennes, et ces multinationales financent les conflits et financent notamment ce que certains qualifient de génocide, y compris en termes de population dans le Nord Kivu notamment, et dans cette zone du monde, avec des bandes armées, notamment venues du Rwanda et financées par les États-Unis ou la France ou d'autres puissances européennes, qui vont contribuer par l'exploitation de ces ressources à financer ces bandes armées et à maintenir une déstabilisation au niveau de cette zone et au niveau du continent en général. Je parle de la République démocratique du Congo dans mon article, mais évidemment, cette question-ci des minerais en conflit et des ressources rares, c'est quelque chose qui touche un certain nombre de pays actuellement. Et on le voit, ces ressources, l'exploitation ne profite que très peu, voire pas du tout, au développement de ces populations et de ces pays, mais elle se fait bien au bénéfice de quelques-uns et de quelques grandes multinationales, ce qui contribue aujourd'hui au fait que les peuples sont de plus en plus réticents vis-à-vis des anciennes puissances coloniales ou vis-à-vis des acteurs comme les États-Unis sur le continent qui non seulement vont exploiter les ressources, mais en plus vont s'ingérer dans la vie politique nationale de ces pays. Alors évidemment, cette question est d'une actualité cruciale en termes stratégiques pour l'Union européenne comme pour les autres acteurs. Du coup, en quoi l'action et notamment parce qu'il y a une nouvelle liste des ressources rares dont vous parlez dans l'article. Et alors, en quoi l'action des élus et des salariés des groupes, d'élus progressistes peuvent, cette action peut peser, sur tel ou tel dossier, qui ou en l'occurrence, c'est à la fois économique, technique, politique, mais ça passe aussi par un travail un peu technique dans le parlement, quoi? Oui, tout à fait. La façon dont les choses sont négociées, que ce soit en termes d'accords de libre-échange, où les choses se font de façon très opaque, puisque la Commission européenne a une exclusivité en termes de négociation de ces accords qui sont ensuite votés au Parlement européen. Mais le Parlement européen ne participe pas à la négociation de ces accords. En revanche, sur les questions de minerais stratégiques et de ressources rares, il y a aussi tout un tas de règlements et de textes de directives qui vont du coup faire l'objet de négociations interinstitutionnelles, c'est-à-dire entre le Parlement, le Conseil européen, qui est le
représentants des États et des gouvernements des États membres, et la Commission européenne. Sur ces différents dossiers, il y a quand même un enjeu au niveau européen, c'est comment relocaliser une partie de la production et une partie de la production de minerais sur le sol européen, production qui avait été abandonnée ces dernières années, ces 30 dernières années. On le voit par exemple en France avec la désindustrialisation sur tout le bassin minier par exemple. Eh bien, aujourd'hui, il est question de réinvestir ces lieux d'exploitation. Et là, là-dessus, je pense que le Parlement européen, mais en lien évidemment avec les forces syndicales, les forces sociales dans le pays, a vraiment son mot à jouer, a un rôle à jouer là-dedans et a son mot à dire dans comment va se passer ces nouvelles formes d'exploitation des ressources sur notre sol. Est-ce qu'elle va se faire en tenant compte des enjeux écologiques, mais aussi des enjeux sociaux? Et pour ça, ça va faire l'objet d'une négociation, du coup, entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil européen. Donc, un certain nombre de règlements ont déjà abouti. Ils ne sont pas totalement satisfaisants, hein, parce qu'ils sont malheureusement encore aujourd'hui ancrés dans un dogmatisme néolibéral qui est le fait de l'Union européenne, mais un certain nombre d'autres accords ou de règlements vont être négociés dans les prochaines années et dans les prochains mois, à la fois sur le sol européen, à la fois dans les États membres avec leur mise en œuvre et leur mise en application dans le droit national, mais aussi dans les accords de libre-échange avec les différents pays tiers. Et là-dessus aussi, les peuples ont leur rôle à jouer. On a vu très récemment, de façon très concrète, comment un accord de libre-échange comme le CETA, quand il est soumis au vote d'un Parlement, ce qui est normalement obligatoire, donc ici le Sénat à l'initiative du groupe communiste et apparenté au Sénat, et bien comment lorsque ces accords sont mis au vote, et bien il peut y avoir une résistance des peuples qui s'exprime. Et cette résistance, elle s'exprime aussi dans les pays tiers. C'est le cas d'autres types d'accords, par exemple le Mercosur, c'est le cas des accords avec l'Afrique, où de plus en plus ces peuples se tournent vers de nouveaux acteurs et se tournent vers une volonté, en tout cas, de garder la mainmise sur leurs ressources et que celles-ci, elles bénéficient également au développement de leur population et de leur pays. Donc c'est là tout l'enjeu pour dire que les choses ne sont pas encore totalement jouées, mais que pour ça, il va falloir remettre en cause le dogme néolibéral qui existe aujourd'hui au sein des institutions européennes. Merci. Je précise pour les lecteurs qui retrouveront tout ça en détail dans votre article, qui rend très accessible des questions fondamentales pour comprendre ce qui se joue pour l'industrie des pays d'Europe et du monde, en lien avec ce qui est nécessaire pour la transition écologique, puisqu'il y a besoin de davantage de choses qui fonctionnent à l'électricité, notamment, même si ce n'est pas le seul enjeu. Et donc, le numéro 417 de la pensée est en vente à la Fondation Gabriel Péry sur son site, ou bien il est disponible pour l'acheter à l'unité en format numérique sur la plateforme Kern. Merci Charlotte. Merci, bonne journée.